Fapix, qui est dans la personnalité de Caroline, qui est une dénicheuse de concepts novateurs de première catégorie. Donc Caroline Mondon nous a sensibilisés, nous, Sitwell. Elle est dénicheuse, oui, absolument. En lien avec beaucoup de choses qui se font aux États-Unis et des anciens de l'APIX qui ont créé le DDMRP Institute, vous allez voir une présentation très concrète, mais qui correspond à beaucoup de problématiques de gestion de stock qu'on rencontre dans les entreprises. Et nous, chez Sitwell, ça nous a séduit. Donc on a décidé d'essayer de convaincre nos clients d'être pilotes d'un certain nombre de gestion de stock dans leurs usines notamment. Alors c'est très court, 45 minutes, pour vous donner une idée complète du DDMRP. Ce qu'on suggère, c'est que vous laissiez Fred faire l'ensemble de sa présentation. S'il y a des questions théoriques à la fin, parce que DDMRP fait l'objet d'une formation et d'une certification. Donc vous avez dans la salle des formateurs qui pourront répondre aux questions techniques, et si vous voulez suivre la formation en 2014, vous serez les bienvenus. Et puis sinon, il y a des rendez-vous particuliers qui sont prévus avec Fred pour rentrer un peu plus dans les détails, sachant qu'il ne souhaite pas répondre à la volée à des questions concernant Unilever pour des raisons de confidentialité. Bon. Alors moi, je vais juste vulgariser parce que il va aller beaucoup plus loin que moi dans la technicité de l'outil. Donc, pour vulgariser et ensuite rentrer dans la présentation et un exemple très illustratif du fonctionnement, je voulais déjà vous dire, quand on regarde nos clients, vous avez sur les 10 dernières années, à peu près tous les clients, une grande partie des clients qui ont travaillé avec Sitwell, en cadre rouge, vous avez tous ceux qui sont venus nous voir pour des problèmes de taux de service ou de stock. La question initiale était posée comme ça. Et chez beaucoup d'industriels, on parlait de stock produits finis, mais aussi de semi-finis, de rupture dans les composants, les matières, enfin il y avait beaucoup de sujets comme ça. Donc aujourd'hui, avec des DMRP, on pense aussi pouvoir leur apporter des solutions innovantes sur non pas uniquement des grands concepts comme le SNOP, les meilleures prévisions, etc., mais des solutions concrètes, même pour des stocks au sein des usines. Et ça peut aussi intéresser les distributeurs, donc c'est assez ouvert à tout type d'industrie. Si on doit positionner des DMRP sur deux axes, le problème qu'on a souvent avec la gestion de stock, c'est l'adhésion du terrain et la complexité des systèmes. Donc, quand on veut mettre en place un MRP sur toute une usine avec tous les niveaux de nomenclature et un stock de sécurité, à la fin, les gens se plaignent parce que ça a été très complexe à mettre en œuvre. C'est beaucoup de données, c'est des prévisions qu'on injecte et qui changent tout le temps. Donc, ça pose des problèmes techniques, système de déploiement et des gros problèmes d'appropriation. Alors qu'à l'inverse, historiquement, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y avait le point de commande ou le min-max. Tout le monde, l'épicier du quartier, sait gérer ses stocks, gérait ses stocks en min-max. Le point de commande, tout le monde sait le gérer. Et au milieu de ça, vous aviez toute la pratique Kanban et Lean qui se mettait en place et qui visait à dire on ne fait que produire et de renouveler un stock quand on a eu une consommation. Donc en fait, on avait le MRP, le Kanban et le point de commande. DDMRP se situe un peu à un intermédiaire de tout ça en essayant de prendre les bénéfices principaux de ces différentes logiques de stock. Et aujourd'hui, je pense que Fred va vous retraduire le fait qu'au niveau du terrain, on va obtenir une appropriation très importante par les équipes, ce qui est quand même très important, plutôt que de refaire fleurir des Excel en marge du résultat du calcul MRP, ce que font quasiment toutes les usines du monde. Et le Kanban, qui a un côté complètement intégré à la vie des ateliers et des unités de production, pose quand même un certain nombre de problèmes d'informatisation et de gestion pratique. Donc, l'intérêt des DMRP dans cet ensemble de scopes est très naturel. Pour résumer sur le MRP ce que j'ai dit, quand on associe un MRP à un stock sécurité, les contres, c'est qu'on a les besoins qui changent tout le temps. Les prévisions sont fausses, donc les besoins changent tout le temps. Donc un matin, il faut que j'approvisionne et que je lance. Le lendemain, à la limite, j'ai plus besoin d'approvisionner, de lancer. J'ai des effets démultiplicateurs d'erreurs de prévision qui sont très importants quand je calcule des stocks sécurité. Et souvent, je mélange tout dans ma demande. Je suis un site, je ne sais pas
qu'est-ce qui est de la demande exceptionnelle, de la demande régulière. Donc j'ai un canal de demande qui est trop consolidé. Par contre, et ça on reviendra dessus sur le DDMRP, j'ai des choses très intéressantes. J'ai des nomenclatures claires, j'ai normalement des lead time clairs dans mes nomenclatures. Je sais très bien gérer normalement une partie de ma demande qui va être captée avec une bonne anticipation charge-capacité. Donc il ne faut pas jeter MRP. Il faut garder que dans DDMRP, il y a MRP et qu'il y a des concepts autour du MRP et des données maîtrisées qui sont importantes. Le Kanban, vous connaissez tous le fonctionnement avec les cartes. Évidemment, des cartes, ça se perd, c'est compliqué quand on est en multisite. Par contre, le réflexe du Kanban, c'est de l'autonomie pour les équipes de production. C'est je ne fabrique ou j'achète que quand j'ai eu un vrai besoin. Donc il y a des côtés extrêmement intéressants et les pour du Kanban vont être repris par le DDMRP. Et le dernier point sur lequel on peut construire pour DDMRP, et on en parlait avec Fred, pour vulgariser DDMRP, on va dire c'est un point de commande très intelligent. C'est peut-être comme ça qu'il est le mieux perçu aujourd'hui, parce qu'en fait dans le point de commande, on a des choses qui sont toujours déclenchées par un besoin réel. On peut gérer de la demande erratique sur des centaines de sites, c'est ce que font tous les magasins dans la distribution. Et le calcul, en général, les opérateurs savent le comprendre. Sauf que c'est très rudimentaire un point de commande. Ça ne regarde pas loin sur des commandes exceptionnelles, des règles de calcul assez simplistes. Et donc ce que vous allez voir, c'est toute une démarche qui vise à rendre beaucoup plus intelligent le calcul du point de commande. Voilà, donc pour finir après la présentation de Fred, en résumé, des questions théoriques plutôt avec les formateurs du DDMRP et puis des questions particulières Unilever qui seraient en petit comité. Merci de votre attention. Merci Laurent. Donc bonjour, je m'appelle Fred Boitiot, je travaille pour Unilever. Je suis en fait Certified Demand Driven MRP Planner depuis 3 ans. Je sais pas si ça marche trop ça. Faut le mettre directement sur la bouche. Et j'ai mis en place plusieurs projets DDMRP dans des usines Unilever sur les 3 dernières années. D'accord, donc ce sont les raisons pour lesquelles je vous parle de cette méthodologie aujourd'hui. Mes slides sont en anglais, donc j'espère qu'il n'y a personne de l'Académie française ici aujourd'hui, parce qu'il va y avoir beaucoup d'anglicisme. En 45 minutes, il est clair que je n'ai pas trop le temps d'entrer dans le détail. C'est une méthodologie simple, mais qui quand même nécessite un peu d'explication et de détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais survoler l'approche, mais vous parler plus en détail de la mise en place et aussi vous donner des exemples concrets de comment ça marche. D'accord ? Et en fin de présentation, on parlera aussi des bénéfices. Donc, qu'est-ce que Demand Driven MRP ? C'est une méthodologie en fait de planification tactique. Tactique voulant dire à court terme. Donc, par exemple, vous planifiez aujourd'hui mardi ce que votre usine va faire mardi prochain. D'accord ? Donc, c'est vraiment dans le court terme. On ne parle pas ici de planification long terme qui en général se fait au travers du processus S&OP. Okay ? Et c'est une méthodologie qui intègre tout un nombre de concepts qui sont listés ici en bas. Donc, comme Laurent le disait, il ne s'agit pas de MRP ou de DRP. On intègre ces mécanismes, ces méthodologies dans le concept de DDMRP. Donc, si vous voulez plus de détails après cette présentation, soit vous vous retournez vers FAPEX ou vous pouvez consulter bien sûr le livre Orlikey's Material Requirement Planning. Donc, comment ça marche ? Il y a 5 étapes dans la mise en place de DDMRP. Ce sont 5 étapes séquentielles et toutes les étapes sont importantes. D'accord ? La première étape consiste à définir où mettre son stock dans sa supply chain. D'accord ? Ça, c'est une question auquel en général on ne répond pas dans les méthodologies de réapprovisionnement traditionnelles, donc basées sur des forecasts. Un point fort pour moi de la méthodologie DDMRP, c'est la réflexion par rapport à où. Une fois que vous avez décidé où mettre vos stocks, bien évidemment, la seconde question est de décider combien je mets en stock. D'accord ?
Les stocks, dans la méthodologie DDMRP, on les appelle des buffers. Et ces buffers sont construits en zones. Et donc, à cette étape-là, il s'agit de définir la taille des zones qui va permettre en fait d'absorber la demande client. Bien évidemment, les buffers vont avoir besoin d'être ajustés régulièrement parce qu'il y a souvent des effets des effets de contraintes capacité ou des changements dans le portefeuille produit. Donc vous pouvez modifier vos buffers en avant de la demande grâce à cette étape d'ajustement dynamique. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable ensuite de planifier en utilisant la méthodologie DDMRP. Donc vous planifiez au quotidien en utilisant la demande client. D'accord ? Donc le deuxième point fort pour moi de DDMRP, c'est vous ne vous basez pas sur des prévisions de vente, vous vous basez sur une commande client ferme. Okay ? On va regarder ça dans le détail dans quelques instants. Mais c'est un avantage important dans la mesure où ça vous donne une certitude sur l'information que vous utilisez pour planifier qui est non négociable. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude, c'est garanti. Et ensuite, vous avez une phase d'optimisation de votre supply chain. D'accord ? Donc, répondre à la question où, avant répondre à la question combien ou quand. D'accord ? Et le principe, les principes principaux derrière cette question sont de créer un découplage dans votre supply chain entre les différentes activités de réapprovisionnement. D'accord ? Donc traditionnellement, vous avez parfois des supply chains où vous avez un lead time pour un produit, un composant de 4 semaines. Vous ajoutez à ça un planning lead time d'une semaine. Vous ajoutez à ça un manufacturing lead time de quelques jours ou de quelques semaines. Ça vous donne une supply chain de autant de semaines. Ici, avec DDMRP, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai besoin de mettre un buffer sur mon composant pour réduire ce lead time? Et une idée essentielle derrière DDMRP, c'est de réduire le lead time total pour pouvoir mieux absorber la variabilité à laquelle votre supply chain va être soumise. J'abrège un petit peu, parce qu'on a perdu un peu de temps. Concrètement, ça ressemble à quoi? Voici par exemple un produit fini, donc 101, avec ses composants, 201, 203, 205, et à nouveau les sous-composants en dessous de ça. Identifier où mettre son buffer avec DDMRP consiste à identifier le segment, le maillon de la supply chain où votre lead time est le plus long. D'accord? Donc, ici un exemple, vous allez par exemple identifier que le lead time total par rapport au produit 101 est une fonction principale du lead time par rapport à ce composant-là. Donc vous allez vous poser la question, est-ce que je dois mettre un buffer sur ce composant-là pour pouvoir réduire mon lead time total et créer une indépendance entre le réapprovisionnement de ce produit et le réapprovisionnement de ce produit-là. D'accord ? Donc, pour résumer, la première phase, en fait, qui est l'identification de où mettre son buffer, il y a 3 éléments principaux qui permettent de définir si on a pris ou non la bonne décision. Le premier élément, c'est ça doit réduire la variabilité au travers de la supply chain. Le deuxième élément, ça doit comprimer le lead time. Et le troisième élément, c'est que ça doit réduire ou mieux utiliser le stock, le capital que vous avez en interne. De droite. Donc une fois que vous avez décidé où mettre vos buffers, il faut décider combien mettre dans vos buffers. Vos buffers sont organisés en zones. Ici il y a 5 zones, mais les 3 zones principales sont rouge, jaune et verte. Je vais expliquer comment ça marche dans un instant. Mais en gros, la zone verte, c'est si votre stock se trouve dans cette zone-là, vous n'avez aucune activité de réapprovisionnement à faire. Si vous entrez dans la zone jaune, vous entrez dans une zone où vous pouvez commencer à considérer un réapprovisionnement. Et une fois que vous êtes dans la zone rouge, là c'est une zone de priorité, donc une zone critique. Au-delà de ces zones-là, vous avez la zone stock out, donc quand vous êtes en rupture, ou la zone bleue, qui est vous avez trop de stock. Typiquement, aujourd'hui, si on regarde la distribution
des produits que l'on a dans une entreprise où il y a beaucoup de variabilité, vous allez observer que souvent vous êtes soit dans la zone rouge ou soit dans la zone bleue. C'est-à-dire que vous avez trop ou pas assez. L'objectif de DDMRP, c'est de positionner la majorité des produits sur la zone jaune-verte. D'accord ? Et concrètement, c'est ce qu'on observe aussi à travers les pilotes qu'on a fait. D'accord ? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc définir les zones, ça se fait donc pour chaque produit, et ça se fait en fonction de spécificités qui peuvent être communes au travers de certains produits. Donc par exemple une gamme où vous avez des lead times de réapprovisionnement longs, ou ça peut se faire à travers de spécificités uniques à chaque produit. Et les trois éléments principaux dont on te sert pour faire les buffers, c'est Average Daily Usage, qui est en fait la moyenne journalière des ventes sur les 91 derniers jours. Le Replenishment Lead Time, donc le délai de réapprovisionnement pour le produit. Et s'il y a des contraintes par exemple du genre MOQ, donc des minimums de réapprovisionnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul exact des buffers, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que la zone jaune est une zone qui correspond principalement au Replenishment Lead Time. La zone verte est une zone qui vous permet de contrôler la fréquence de réapprovisionnement. D'accord ? Au plus la zone sera fine, au plus vous forcerez votre supply chain à recommander régulièrement. Au plus la zone est large, au moins vous allez forcer des commandes. Okay ? Et la zone rouge, c'est la zone qui vous permet d'absorber la variabilité, okay ? Qui est construite en fait en deux éléments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret de comment ça se traduit sur certains produits. Donc ici on a un produit A dont le lead time de réapprovisionnement est long, mais qui a une faible variabilité. Dans ce cas-là, donc ici le lead time on a dit 20 jours avec une average daily usage de 10 pièces par jour, vous allez tout simplement avoir une zone jaune de 200 avec une zone rouge et une zone verte calculée en fonction de la formule que je vous ai présentée auparavant. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est comme la variabilité est faible, la zone rouge est relativement modeste. Le même produit avec une forte variabilité aura toujours la même zone, la même taille de zone jaune, mais aura une zone rouge beaucoup plus importante pour absorber cette variabilité. D'accord ? Et à nouveau, si vous avez à nouveau ce produit-là, mais cette fois-ci avec une contrainte, donc minimum de recommande, vous allez avoir une zone verte, ici, qui va être une fonction de votre MOQ. Okay ? C'est pour visualiser à quoi ressemble un buffer en fonction de spécificité produit. Okay ? Et c'est au travers de ces buffers donc, qu'on va gérer le réapprovisionnement. Okay ? Donc une fois que vous avez défini la taille de vos buffers, il est parfois, je dirais même souvent, nécessaire d'anticiper comment vos buffers vont réagir à la demande future. C'est-à-dire que un concept important du buffer, c'est Average Daily Usage, qui est historique. Clairement, dans beaucoup d'industries, une moyenne historique n'est pas fiable ou assez fiable pour pouvoir créer un buffer qui soit capable d'absorber la variabilité auquel le produit va être soumis dans le futur. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la méthodologie DDMRP offre des fonctionnalités pour modifier la taille des zones du buffer pour pouvoir anticiper des éléments, par exemple, comme la saisonnalité, des éléments de tendance, ou parfois même des éléments de modification du portefeuille, c'est-à-dire qu'on introduit un nouveau produit ou on fait disparaître un produit existant. D'accord ? Donc vous pouvez ajuster vos zones en amont de l'événement, de manière à ce que votre buffer soit prêt à absorber ce changement par rapport à la demande journalière. Donc, une fois que vous avez défini vos buffers, l'étape suivante est de planifier au quotidien les besoins en réapprovisionnement au travers des buffers. Et cela se fait au travers de ce qu'on appelle le Available Stock Equation. Et c'est une équation assez facile. En fait, vous prenez en considération ce que vous avez physiquement dans vos dépôts, dans votre supply chain aujourd'hui. Vous ajoutez
ce que vous avez en commande en termes de livraison ou production. Et de ça, vous soustrayez la demande client confirmée, soit passée, donc c'est-à-dire si vous avez des commandes qui n'ont pas été honorées, qui auraient dû être honorées, ou du jour, ou des qualified spikes. Donc les qualified spikes, ce sont des commandes clients connues au-delà du jour d'aujourd'hui, qui dépassent un certain seuil qui est fixé à 50% de votre zone rouge. D'accord ? L'idée, en fait, c'est de dire, je ne vais répondre principalement qu'aux commandes clients qui sont dans mon système pour livraison aujourd'hui. Au-delà de ça, j'ignore, sauf les commandes qui ont le potentiel de deplete, de baisser mon stock, mon buffer de manière trop importante. Donc je vais vous montrer un exemple un peu plus concret pour expliquer comment ça marche. Donc ici vous avez un produit avec une IDU de 10 par jour, un lead time de 7 jours. Comment lire ce graphe? Donc vous avez défini votre buffer, vous avez identifié que votre zone rouge est de 52 pièces, que votre zone jaune est de 70 pièces et que votre zone verte est de 35 pièces. TOG veut dire top of green, c'est la somme en fait de tous les éléments. D'accord? Ici, -1, -2, -3, vous avez les commandes de réapprovisionnement en attente. Et ici, vous avez les commandes clients qui ont été reçues donc, pour le jour d'aujourd'hui et les jours à venir. D'accord? Donc je vais vous montrer un peu. Attendez. Voilà. À travers un exemple, comment la méthodologie marche. Donc aujourd'hui, vous avez 65 en stock dans votre dépôt. Vous avez 72 en commande qui est la somme des 35 et 37. Et vous avez 10 en commande client à honorer aujourd'hui. D'accord? Vous ignorez tout ce qui est au-delà, puisque pour l'instant, aucune de ces commandes ne dépasse votre spike threshold. Ce qui fait 5 plus 72 moins 10, 127. Vous vous trouvez donc dans cette partie-là de votre zone verte, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de recommander aujourd'hui ce produit-là, votre stock est suffisant. D'accord? Donc on avance d'un jour. Le lendemain, donc bien évidemment vos commandes clients ont avancé d'un jour. Vous avez vendu les 10, donc vous êtes passé à 55. Vous avez maintenant une commande client de 18 pour le jour d'aujourd'hui, mais vous avez aussi une commande à jour 8 de 30 qui dépasse le seuil Qualified Spike. Donc vous allez incorporer cette commande-là dans votre calcul de manière à anticiper ce besoin en avance. D'accord? Donc votre formule aujourd'hui, ça va faire 55 plus 72 moins 48, ce qui vous donne 79. Donc aujourd'hui, vous vous trouvez ici au milieu de votre zone jaune, ce qui veut dire que vous devez créer une commande de réapprovisionnement. D'accord? La commande est calculée comment? C'est très simple, c'est la différence entre là où vous êtes aujourd'hui et le top of green qui était de 157 si je ne m'abuse. Donc vous avez une commande de 78 à passer pour livraison, on avait dit intervalle de 7 jours. D'accord? Donc si on regarde la situation le jour suivant, votre commande de 78 apparaît ici. Ce jour-ci, vous avez 17 en commande, vous avez toujours votre spike, vous avez reçu les 35, donc vous vous trouvez dans une position où vous avez 140 en stock, ce qui vous ramène à nouveau dans la zone verte. Okay? Donc je vais aller assez rapidement maintenant pour le reste de cet exercice, mais pour vous montrer en gros la manière dont la méthodologie marche, vous calculez au jour le jour vos besoins en fonction de Available Stock Equation, et selon le positionnement au travers des buffers, vous avez besoin ou non de recommander ou de faire un réapprovisionnement. Ouais, donc, au final, on observe un comportement sur une période de 17 jours de cette nature. Quelques observations. Donc, première observation, le Available Stock Equation, la ligne bleue, à chaque fois que vous passez en dessous de la ligne, la démarcation vert, jaune, vous aurez passé commande, d'accord? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure,
au travers de la zone verte, vous êtes capable de contrôler la fréquence soit de production, soit de réapprovisionnement. Ce qui est très important, parce que si vous allez dans une usine et que vous leur parlez de DDMRP, très souvent, les équipes de production tombent à terre. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, ah, ça veut dire que je dois faire tous mes produits tous les jours. Non. Vous pouvez très bien contrôler la fréquence de production à travers votre zone verte. D'accord? Donc si vous voulez fixer une fréquence de production de 6 semaines, vous aurez une zone verte très large. Bien évidemment, au plus large la zone verte est, au plus vous aurez de stock dans votre supply chain. D'accord? Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que vous observez que votre ligne noire, qui est la ligne qui remarque les stocks physiquement disponibles dans votre dépôt, se trouve en général dans la deuxième moitié de la zone jaune. Et ça, c'est la zone normale, qui est en gros la zone attendue par rapport à DDMRP. Donc, si on fait une analyse de ces 17-18 jours d'exemple, ce qu'on observe, c'est que vous avez une moyenne de 72 jours en gros de average on hand, avec une distribution relativement normale autour de cette moyenne. Ce qui est souvent peu commun dans les modèles de réapprovisionnement classiques basés sur des prévisions de vente. Le dernier point donc par rapport à DDMRP, c'est que cette méthodologie offre une clarité, une visibilité impressionnante sur les priorités. Vous passez d'un processus où vous avez, dans un modèle push, une prioritisation qui est basée sur des dates, à un modèle où vous basez vos décisions de priorité ou pas, en fonction du status des buffers. Ce qui est beaucoup plus fiable et ce qui donne une qualité des discussions entre les équipes planning nettement supérieure à ce qu'elle peut être dans un système push. Donc, en gros, voilà la méthodologie présentée rapidement. Je vais vous parler très rapidement de ce que ça veut dire de mettre DDMRP en place. C'est clairement un projet très important en termes de changement. Il faut des ressources et il faut aussi une volonté de l'entreprise de prioriser les actions et les agendas. Ça aura très probablement un impact sur vos KPI, c'est-à-dire que vous allez passer d'un processus où vous privilégiez peut-être le conformance to plan à un processus où ce qui est important c'est le replenishment des buffers, donc la qualité des décisions qui sont prises par rapport à ces buffers. Que vous générez en général plus de valeur à travers DDMRP si vous êtes capable d'aligner toutes les fonctions supply chain autour du projet. Ce n'est pas uniquement un exercice planning, ça doit impliquer aussi les achats, la distribution et la production. S'il y a des demand planners dans la salle, ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser de vous. Il y a toujours besoin de forecast, de prévision de vente. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours besoin de gérer la capacité sur le long terme. Et deux, parce que les forecasts, les prévisions de vente peuvent être aussi utiles à mieux définir les buffers. À l'heure actuelle, cette méthodologie DDMRP, donc comme je l'ai précisé, est une méthodologie tactique sur le court terme, n'offre pas de réconciliation avec les besoins planning long terme. D'accord? Donc les besoins planning long terme existent toujours, et le lien entre le court terme et le long terme doit être à ce jour réalisé toujours de manière manuelle, ce qui n'est pas forcément idéal dans de grosses structures. Donc là où DDMRP marche, pour nous ça marche, ça peut marcher partout. Bon, bien sûr l'exception étant make to order, mais c'est particulièrement valable là où vous avez de long lead time, là où votre variabilité de demande est élevée, là où votre complexité de portefeuille est haute, ou là où vous avez des bill of material qui sont complexes. D'accord? Dans certains cas aussi, quand votre supply chain est très contrainte en termes de capacité par exemple, DDMRP peut avoir énormément de valeur pour optimiser l'utilisation que vous faites de vos ressources. Tous les utilisateurs que j'ai rencontrés qui ont utilisé cette méthodologie ont tous été très satisfaits de l'approche. C'est très intuitif et surtout ce qu'ils aiment c'est que c'est simple à comprendre. C'est pas une boîte noire dans laquelle une formule magique opère et ressort un chiffre en fin de parcours. Ici, les gens sont capables de comprendre comment la décision a été générée et en général, ça facilite beaucoup l'acquisition par les équipes opérationnelles.
Et enfin, le dernier point, donc j'ai déjà mentionné la qualité des discussions par rapport au planning, mais le dernier point, c'est que ça permet aussi de libérer du temps pour les utilisateurs, puisqu'il n'y a plus de replanning, pour se consacrer à des activités qui ajoutent plus de valeur, comme par exemple Flow, qui est de mieux aligner le rate of supply avec le rate of demand. Donc en termes de résultats, Oregon Freeze Dry est une entreprise américaine qui a mis en place DDMRP il y a à peu près 20 ans. Ils ont mis en place DDMRP principalement parce qu'ils voulaient extraire plus de leurs outils industriels sans investir. Ils étaient à un point en fait où leurs usines apparaissaient pleines et que donc n'avaient plus de capacité. Mais comme ils avaient beaucoup de stocks à droite à gauche qui n'étaient pas utilisés, ils se disaient pourquoi on est obligé d'investir dans de l'équipement dans une nouvelle usine alors qu'on a des stocks partout, mais c'est jamais le bon stock. Donc ils ont mis en place cette méthodologie DDMRP, ce qui leur a permis en fait de retarder leur investissement en termes de lignes de production. Et dans la période, ils ont pu augmenter leurs ventes de 20% avec leurs ressources existantes. En faisant cela, ils ont aussi passé leur customer service, donc leur taux de service clientèle de 79 à 99,6, et ils ont réduit leur stock de 60%. Ça, c'était dans la division, ce qu'ils appellent Mountain House, donc plutôt consumer. Dans la division industrielle, c'est des résultats très similaires. Donc, ils ont réussi à réduire le lead time de 60% à travers DDMRP, ce qui leur a permis de délivrer 100% de service clientèle et de réduire leur stock de 20%. Un exemple FMCG, alors je ne vous donnerai pas le nom, vous aurez deviné. Donc, dans une usine au Canada, la solution DDMRP a été mise en place. La première étape a été de créer des buffers pour 300 composants qui, jusqu'à ce moment-là, n'étaient pas en fait stockés. Cette action a permis de créer le lead time, ce qui a eu un effet très intéressant sur les finished goods. Je vais revenir sur ça dans un instant. Mais ce que vous allez observer sur ce graphe, c'est que en général, quand on parle de stocker 300 composants qui n'étaient pas stockés jusqu'à présent, les gens s'inquiètent, vont dire oui, mais ça va augmenter mes stocks. Ben, si vous regardez, non. Le stock total n'a pas augmenté au début, tout du moins. Après, il a même baissé. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas augmenté, c'est que la qualité des décisions DDMRP étant supérieure à la qualité des prévisions de vente qu'on utilisait auparavant, la structure des stocks est devenue beaucoup plus saine. C'est-à-dire qu'au début, quand on a mis DDMRP en place, la majorité des composants, leur buffer était dans la zone bleue, c'est-à-dire overstock, il y avait trop de stock. Progressivement, on a vidé cette zone bleue et on a commencé à remplacer ça par du stock donc, qui était du stock actif, donc de zone verte. Et l'augmentation générée par le stockage de 300 composants réduit par la diminution des overstocks fait que net, au début, il n'y a pas eu d'incidence sur les niveaux de stock composants. À terme, on a même pu en fait travailler avec les fournisseurs pour baisser ces stocks-là. Donc ça nous a permis en fait de découpler la supply chain. On a réduit le lead time de 50 jours à 9, donc 82%. Et ça nous a permis en fait de mettre en place la solution DDMRP qui nous a donné d'excellents résultats en termes de finished good planning. D'accord? Et voici la distribution des produits avant qu'on mette DDMRP en place. Donc comme on l'observe souvent, trop de produits où il n'y a pas assez et trop de produits où il y a beaucoup trop. On est maintenant dans une situation où la majorité des produits sont dans la zone verte, donc on target. D'accord? Et tout ça nous a permis de réduire les stocks de 45% avec une augmentation du customer service à 99,7, donc à peu près 2% en plus. Donc voilà, je vous ai donné aujourd'hui un aperçu de DDMRP et de sa mise en place. Si vous voulez plus de renseignements, donc, je vous recommande le livre Orlikey's Material Requirement Planning. Il y a aussi un site internet dont l'adresse figure ici, où vous trouverez beaucoup de documents et d'informations. Et enfin, quelques contacts. Donc, Caroline Mondon, donc voici l'adresse email. Chad Smith, qui est un partenaire dans l'entreprise Demand Driven Institute, ou moi-même, si vous êtes intéressé, voici mon adresse. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup à Fred Boiteux pour ce témoignage. Merci beaucoup à Sitwell pour le soutien pour l'introduction de cette méthode en France. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent nous retrouver juste derrière le stand FAPIX. On a 2 certifiés CDDP, Paul Cordier, Laurent Vigourou, qui pourront répondre à vos questions. Et la prochaine formation aura lieu fin janvier dans l'usine de Laurent Vigourou, Bernard Contrôle, et vous pourrez admirer une application en cours de réalisation. Laurent est là. Voilà. Merci à tous.